Bonjour, vous écoutez un podcast produit par la galerie Maguen. Je vous propose de vous emmener à la rencontre des auteurs de BD que vous aimez pour mieux les connaître. Et dans cet épisode, nous allons nous rendre chez Jean-Claude Fournier. Tu te rends compte le bol que j'ai eu quand même. M'amuser tout le temps et gagner ma vie avec ça, quoi. C'est un privilège incroyable. Et ce privilège lui a permis de dessiner 9 Spirou, mais aussi les Cranibales, les Chevaux du Vent, Plus près de toi, ou encore Ma vie de rêve. Car la vie de Jean-Claude, c'est effectivement un rêve, mais c'est aussi un roman. Et c'est ce roman qu'il va maintenant nous raconter dans son atelier de Saint-Quay-Portrieux, dans les Côtes-d'Armor. On est à quelques dizaines de mètres de la plage seulement. Sur une toute petite place, on peut voir une maison aux linteaux de granit bleuté. À l'intérieur, on monte au sommet d'un escalier et là, on débouche sur une pièce dont on se demande s'il s'agit d'un grenier ou d'un atelier. Plantée sur le vieux plancher, il y a une table à dessin entièrement ceinturée d'étagères pleines à craquer. Il y a quelques espaces encore libres juste derrière qui conduisent à un évier qui veille, lui, sur une petite fenêtre. Il règne ici un sentiment de profusion et presque de trop-plein. L'espace se réduit terriblement et ça devient presque l'espèce de grenier de livres inventé par Gaston, quoi. Si je continue à entasser sans ranger et sans éliminer, je vais finir par être complètement envahi par les bouquins et complètement asphyxié d'objets, de trucs. Il y a de tout dans cet atelier et je ne sais même plus ce qu'il y a contre les murs. Il y a plein de miniatures aussi sur les murs, des bustes, des voitures, des personnages, des statues. Ouais, j'aime beaucoup tout ça. Puis il y a des choses qu'on m'offre. Et puis, j'ai mon train électrique, par exemple. Je branche des aiguillages électriques et tout le bazar. Et pendant quelques jours, je m'amuse à me faire fonctionner des trains. Parce que j'en ai beaucoup de petits trains. En plus, j'en ai acheté beaucoup sous mon imbécile. Et puis, au bout de 3, 4, 5 jours, je range tout. Alors ça fait des caisses encore qui sont là par terre. Mais il n'y a plus de place, là. Même ton fauteuil, là, qui est juste derrière ta table à dessin, sur lequel tu fais la sieste, c'est à peine si on peut y accéder. Ah ouais, on a du mal à y accéder. J'ai quand même veillé à ce que le cheminement pour y arriver soit à peu près libre, quoi. Mais c'est limite. Mais c'est assez étonnant parce que tu es très méticuleux dans le travail. On le voit, tu es en train de dessiner encore un Spirou là juste devant avec Fantasio, un Spirou sur l'éléphant. Et à côté de ça, il y a un Capharnaüm. Pardon, mais il y a un gros bordel, quoi. Oui, on peut dire le mot, effectivement. C'est un vrai bordel. Ah ouais, comment tu gères cette contradiction ? Je ne sais pas. J'aime bien que les choses soient bien rangées, propres, nettes et dégagées dans la vie. Et là, dans mon atelier, j'ai laissé peu à peu ça s'installer, quoi. Il y a vraiment de tout. Il y a quelques années, j'ai fait venir un marchand de BD d'occasion, parce que là, ça commençait à s'entasser même par terre. Il est parti avec 3000 albums. Et là, je sens que je vais devoir y passer à nouveau, parce qu'il vient un moment où cet énorme bordel, comme vous disiez tout à l'heure, finit par me peser. Ça me dérange et je suis sûr que si je dégageais beaucoup de choses autour de moi, je bosserais beaucoup mieux, certainement. Je pense sur un esprit plus libre, parce que là, l'esprit est encombré par tout ça aussi, quoi. L'esprit est encombré, mais en attendant, c'est bien dans cette ambiance bretonne, nourrie par l'océan et la culture celtique, que Jean-Claude Fournier a appris à dessiner, ou plutôt il a dessiné sans apprendre, car dans sa famille, c'était presque quelque chose de naturel. Mon père, qui était ouvrier mécanicien, était par ailleurs un excellent dessinateur. Avec lui, souvent, le dimanche, on faisait du dessin, quoi. J'ai une grand-mère aussi qui était institutrice, qui a fait de très beaux dessins style gravure. Mon grand-père paternel aussi, d'ailleurs, mon grand-père paternel, qui était ingénieur à la SNCF, lui, il faisait des aquarelles. Également, il faisait de la photo. Quand j'étais tout gamin, j'allais dans son petit labo développer des photos avec lui. C'était génial, quoi. Ça fait qu'on est tous devenus dans ce métier. Quand j'ai un frère et une sœur qui est prof de dessin. Vous étiez combien d'enfants ? 4. La dernière est arrivée dans la famille à l'époque où mes parents étaient en divorce. Elle a fait d'autres études, elle.
Mais quand je vois les dessins qu'elle faisait étant gamine, elle aurait été bonne aussi, quoi. On dessine donc tous, ou presque tous, mais paradoxalement, on lit peu de BD chez les Fournier, à tel point que pour le faire, le petit Jean-Claude doit parfois trouver des stratagèmes. Les BD, j'allais les lire à la bibliothèque, puisque chez moi, il n'y avait que 2 ou 3 albums maximum, quoi. Des albums reliés du journal Spirou qu'un cousin nous offrait à mon frère et moi à Noël. C'était notre trésor absolu. Et autrement, pour lire des bandes dessinées, j'allais lire à la bibliothèque où il y avait il s'appelait L'Heure Joyeuse. Et on pouvait s'installer là tranquillement, bouquiner les BD. Comme j'arrivais en retard à la maison, parce que c'est après les cours le soir que j'allais là, j'arrivais très tard, enfin avec une heure de retard à chaque fois à la maison. Et ma mère me disait, mais d'où tu viens, quoi? Et je lui disais, j'ai eu un cours de rattrapage de maths, ou après c'était un cours de rattrapage d'anglais. Et à la fin, elle a fini par penser, je pense, oui, pas possible, mon fils est bête comme un âne, c'est pas possible. S'il a besoin de temps de rattrapage, donc elle est allée se renseigner, et bien, elle a découvert que j'ai pas de cours de rattrapage du tout, quoi. Tu avais des cours du soir, mais ce n'était pas tout à fait les mêmes. Voilà. Mais c'est marrant parce que je n'ai pas le souvenir, enfant, d'avoir lu des bandes dessinées en me disant je ferai ça plus tard. Je me disais plus que je serais peut-être écrivain, j'aimerais bien écrire. Et il se le dit d'autant plus qu'il a aussi une passion pour la littérature. Alors, comment le déclic pour la BD se produit-il ? Eh bien, beaucoup plus tard. Passé le bac, en fait, le jeune Breton réussit à entrer à l'école supérieure de dessin Claude Bernard à Paris. Il va donc s'installer dans la capitale et en même temps, il va cultiver sa seconde passion, c'est-à-dire le théâtre. Il s'inscrit au cours du Lin, où a notamment été formé Jean Vilar, qui a ensuite créé le TNP, le Théâtre National Populaire. Là, Jean-Claude Fournier passe parfois du temps à discuter avec ses profs et un soir, il va se passer un événement très important. Ce soir-là, le prof qu'on avait m'avait demandé ce que je voulais faire au théâtre. Et je lui ai dit, je voudrais tout faire, écrire les pièces, faire la mise en scène, jouer le plus de rôles possible, faire les décors, les costumes, peut-être la musique. Alors il avait éclaté de rire, il m'a dit, ça, c'est pas possible. Alors si c'est les décors et les costumes qui t'intéressent, tu vas aux Beaux-Arts de Strasbourg, qui à l'époque étaient les seuls où on préparait ces disciplines. Il me dit, autrement, si tu veux jouer, on peut peut-être te faire une petite place dans la troupe du TNP. Donc, moi, c'était ma vie qui s'écroulait, quoi. Je me disais, pourquoi pas tout faire ensemble? C'est pas possible, quoi. Et je rentre dans ma piole, et puis mon copain de piole me voit l'air défait. Et c'est là qu'il me dit, mais t'as qu'à faire de la bande dessinée, comme ça tu écriras tes pièces, tu feras la mise en scène, tu joueras tous les rôles, tu feras les décors, les costumes, la musique, non. Et ça a été une véritable illumination, quoi. Et j'ai commencé à voir un petit peu les Gastons et tout ça. Et essayer de comprendre comment c'était fait, surtout. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et ça ne s'arrêtera plus jamais. Jean-Claude a maintenant 21 ans, il dessine beaucoup, il est fasciné par Franquin, mais il n'a encore aucune idée de ce qui l'attend. Jusqu'à ce jour de septembre 1965, où dans une librairie du boulevard Saint-Germain, sa vie va basculer. Dans le journal Spirou, un jour, il y a un encart dedans, séance de signature. Alors, il y avait Franquin, il y avait Robat, il y avait Goscinny, il y avait Maurice. Donc là, on part tous les deux, ma jeune femme et moi, on était mariés depuis un mois. Et j'amène avec moi un carton à dessin avec mes premiers essais, quoi. Et c'est ainsi que le jeune Jean-Claude se retrouve face à André Franquin. J'ai rencontré un homme qui, en fait, sans que je le sache vraiment, était une idole pour moi depuis mon enfance, quoi. Puis, bon, il est vachement gentil. Je découvre ce homme-là. Je tremblais. Hein. J'étais devant lui, j'étais complètement perdu. Et il me dit, dans votre farce, là, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, c'est des essais de bande dessinée. Ah, mais montrez-moi ça. Alors, je lui montre et tout. Et il me fait déjà quelques petits commentaires. Bon, c'était très mauvais, hein. Mais lui, il met un sifflement admiratif, très poli, très gentil. Donc tous les autres, ah André, c'est quoi, on veut voir et tout. Donc mon dessin passe chez tous et tous disent, ah ouais, c'est pas mal. Oh, moi, j'étais paralysé. Et Franquin me rend mes dessins et au moment où j'allais lui dire au revoir, la patronne du magasin, Madame Fleury, vient dire, mesdames et messieurs, veuillez excuser les auteurs pendant un petit quart d'heure, on fait un petit break là pendant un quart d'heure. Et puis, Franquin me dit, mais venez donc, chers collègues. Et ma femme et moi, nous voilà partis avec eux dans la pièce derrière, et là, ce champagne, les petits biscuits et tout.
Et puis tout d'un coup, ils avaient l'habitude, à chaque break comme ça, de faire venir une vedette du showbiz. Et là, ils font entrer Adamo. Il m'a souhaité bonne chance. Et puis on a tous trinqué ensemble et tout. Je n'en revenais pas, quoi. Et Franquin, quand on se quitte, il me dit, vous aimez raconter en images, c'est un bon point. Vous devriez voir M. Goscinny, qui était au bout de la table, pour Pilote. Alors moi, Pilote, je ne l'avais jamais lu et ça ne m'intéressait pas. Moi, je dis à Franquin, non, ce qui m'intéresse, c'est de publier dans le même journal que vous. Il m'a dit, écoutez, venez à Bruxelles rencontrer le directeur artistique, Rosy, et moi, je vous cornaquerai dans Bruxelles. Voilà. J'ai dit, il t'invite, quoi. C'est une invitation. C'est vachement gentil. Je lui dis, écoutez, je vous remercie, c'est terriblement gentil. Et on se dit au revoir, et puis nous, on rentre, on n'habite pas très loin. Quand on rentre, et encore de route, tout d'un coup, je lui dis, mais on a oublié de lui demander son téléphone et son adresse. Oh la vache. Franchement, on était écroulés, ma femme et moi, écroulés de désespoir, quoi. Mais le désespoir ne va pas durer longtemps parce que Jean-Claude apprend très vite par un ami que quelqu'un à Paris possède l'adresse de Franquin. Il va donc jouer les détectives privés. J'ai essayé de trouver le mec en question, je l'ai trouvé, c'est un gros baraquet. Et il me dit, ouais mon gars, c'est 50 francs. Non, on n'avait pas beaucoup de fric, non, 50 francs, c'était le prix de 3 albums, un truc comme ça. Et il me dit, voilà, rendez-vous ce soir à tel endroit, sur le quai de la Seine, tu n'en parles à personne, c'est ultra secret et tout. Le mec me file le truc, je lui file d'abord le billet de 50, et il me file l'adresse, mais il était dans le noir, je ne le voyais pas, derrière une cabane de chantier. Et puis voilà, j'avais l'adresse de Franquin, donc je lui avais écrit, on a prévu une date pour aller à Bruxelles, et pas de nouvelles de Franquin, quoi. Mais au moment de partir de Paris, on finissait de charger la 4L sur le trottoir, rue de Vaugirard. Il y a un mec en mobilette, il arrive avec un courrier, il dit, vous êtes ici? Je dis, oui. Vous connaissez un monsieur Fournier? Je dis, ouais, c'est moi. Il me file l'enveloppe, je vois un timbre de Belgique dessus. Vadadam, 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 vadadam. Le cœur. Hein. Et j'ouvre tout de suite, et puis dedans, cher confrère, en arrivant à Bruxelles, vous me passez un coup de fil à tel numéro, j'ai hâte de vous revoir. Et j'ai cette lettre, je l'ai quelque part, mais je ne sais pas où. Et elle arrive donc au moment où toi, tu t'apprêtes à partir en pensant que tu ne verras pas Franquin. Voilà. Mais là, bon... Miracle. Ah la vache. Alors, on est allé à Bruxelles. Je l'appelais le soir, Franquin, et chaleureux et tout. Il me dit, ouais, je passe vous prendre d'un matin, 9h, ça va, et je vous emmène à la rédaction. Et c'est donc le cœur léger que Jean-Claude et son épouse partent pour Bruxelles. Ils passent une première nuit à l'hôtel et ils se réveillent impatients de revoir André Franquin. On finissait le petit-déj tous les deux, il est arrivé. Il a pris un café avec nous. Et puis il m'a dit, est-ce que je peux voir vos planches pour savoir un peu où vous en êtes par rapport à ce que vous faisiez il y a 2 mois ou 3 mois, je sais plus. Il regarde mes planches et il dit, ouais, autant qu'il me souvienne, vous avez bien bossé. Hein. C'est beaucoup encore de défauts, mais c'est normal. Mais ça confirme ce que j'avais pensé en vous voyant la première fois et vous aimez raconter. Et il nous a emmenés chez Spirou. Alors il a frappé à la porte de Rosy, qui était le directeur artistique. Il dit, voilà, c'est le dessinateur français dont je t'avais parlé. Et Rosy dit, ah ben enchanté. Bon, bref, Franquin part en disant, je passerai vous prendre plus tard, quoi. Et on reste avec Rosy, et Rosy a complètement démoli mon boulot, quoi. Je me retenais parce que j'ai une certaine pudeur, mais j'étais prêt à chialer, quoi. Il démolissait tout. Le dessin était moche, le silhouettage était mal foutu, les proportions des personnages dans l'image n'étaient pas bonnes, tout était raté, quoi. C'était... Je me rappelle, en sortant, je lui ai demandé, mais monsieur Rosy, est-ce que vous croyez que ça vaut la peine que je continue? Et il me répond, mais ça me fait, ça en Belgique, mais ça me fait, c'est vous qui savez. Ça m'est paru d'une cruauté terrible, quoi. Et dans le couloir, heureusement, André Franquin était là. Et il a vu qu'on était... Effondré. Démoralisé. Il a dit, bon, vous êtes fait assaisonner? Je dis oui. Bon, ben, c'était normal la première fois. Bon, moi, je vais vous emmener visiter Bruxelles, allez hop. Et il a passé la journée avec nous, quoi. Et Franquin les emmène sur la Grand Place, voir le Mannequin Peace. Il invite le couple au restaurant, ce qui estompe un peu la déception du jeune dessinateur. Une déception qui s'efface encore plus lorsque Franquin s'apprête à les quitter. En arrivant à l'hôtel, il a encore regardé les planches. Et il a vu un endroit, je signais Fournier en blanc sur un fond noir.
Il me dit, vous avez écrit ça comment, à la gouache ou à l'encre blanche? C'est vachement net. Ben, j'ai dit, j'ai écrit ça avec ce qu'on appelle le drawing gum, qui est une espèce de gomme synthétique qu'on écrit avec. Et quand ça se solidifie, ça devient du caoutchouc sur lequel on peut passer son encre de couleur ou du noir, n'importe quoi. Et quand tout est bien sec, on passe le doigt et le caoutchouc s'en va et le blanc réapparaît. Je lui dis, mais c'est prodigieux. Je me rappelle, Franquin disait beaucoup prodigieuse. Mais c'est prodigieux. Et ça n'existe pas en Belgique, ça. Ah, il m'a dit, mais c'est génial. Bon, voilà, il faudrait que vous me donniez les coordonnées de cette entreprise-là, que je leur demande d'exporter en Belgique, parce que nous, on ne connaît pas ça ici. Puis il m'a dit, et puis bon, écoutez, moi, je vous propose quelque chose, si ça vous arrange. Prochaines vacances, vous n'avez qu'à venir dans mon atelier. Voilà, vous serez chez vous. On sera ensemble, ça peut être sympa, ça peut être intéressant pour vous et tout. Donc, j'ai dit, écoutez, on va voir ça. Ça pourrait se faire aux vacances de Pâques. Et moi, aux vacances de Pâques, j'avais déjà m'étais inscrit pour un stage de directeur de colo. Je me rappelle, toute la famille me dit, mais t'es fou, votre stage de colo, laisse tomber, il y a un Franquin qui t'invite chez lui, tu te rends compte? Et il s'en rend effectivement compte puisqu'il annule son stage et il retourne pendant les vacances de Pâques qui suivent à Bruxelles où cette fois-ci Franquin l'installe carrément dans son atelier. Ce lieu était ultra secret, quoi. J'avais tellement peur moi, que je commette une maladresse et que je fasse savoir où était cet atelier que quand je remontais avec ma voiture, je faisais des tours de voiture de maison en regardant le rétroviseur pour voir si j'étais pas suivi. Parce que non, chez Spirou, tout le monde savait que je logeais là, quoi. Et tout le monde disait, bah, avant, c'est où? C'est à quelle adresse? C'est dans quel coin? Ils cherchaient à tirer les verres du nez, mais je n'ai jamais dit à personne. Parce que même Delporte ne savait pas où c'était. Ah ouais, Delporte donc qui était le référent chef, ouais, il ne savait pas où c'était. C'était ultra secret. Mais pourquoi? Parce que Franquin ne voulait pas être emmerdé. Il ne voulait pas qu'il y ait des gens qui viennent sonner à sa porte en voulant monter des dessins. Il ne voulait pas qu'il y ait des journalistes à venir là. Il y avait 3 trousseaux clés. Moi, j'en avais un, JDM en avait un et Franquin en avait un. Voilà. Alors, il ne voulait pas que ce soit connu, y compris des gens avec lesquels il travaillait. Mais par contre, il donne l'adresse et il invite un jeune dessinateur qu'il ne connaît pas. Ouais, il a eu une espèce de confiance en moi, quoi, que je n'ai jamais trahi, évidemment. Pourquoi toi? Pourquoi ce rapport quasi filial, finalement, avec toi, alors qu'il ne te connaissait pas? Je sais pas. Je sais pas du tout. Hein. Je sais pas. Il y a toujours. Parce que des dessinateurs, ils devaient en rencontrer un paquet, ou des postulants dessinateurs. Ouais. Ah ouais, oui, bien sûr, énormément, mais je sais pas. Il y avait tout ça. Il y avait les originaux, il y avait tout, quoi. Et si j'avais voulu me servir, j'avais été malhonnête, je me serais servi, quoi. Oui, en fait, il s'est servi une fois, mais une fois très particulière. Et ce n'est pas sur le bureau de Franquin qu'il a pris un dessin, mais dans une poubelle et en plusieurs morceaux. Il avait une grande feuille de papier. Il était en train d'essayer de traduire en images la tête de Gaston étant le globe d'une lampe à pétrole. Ça a illustré d'ailleurs le dos d'un album à l'italienne. Et il cherchait à rendre ça avec des pastels, en grattant des pastels, pour bien rendre le vert et tout. C'était incroyablement la conscience professionnelle de cet homme-là. Et il cherchait absolument à trouver un truc, et il n'était pas sûr de lui. Et il m'appelait de temps en temps, il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Et puis, une fois, moi, je lui ai dit, écoute, ça me semble parfait, quoi. Ah, il dit, non, ça me plaît pas. Il commence à déchirer sa feuille, et au dos de la feuille, il y avait un Gaston grand comme ça, au pinceau. Une tête de Gaston. Je dis, oh, il y a Gaston au dos. Ah oui, non, mais alors, je me rappelle de ça. Il n'est plus de Guise. J'ai jamais compris ce qu'il avait voulu me dire exactement. Je pense qu'il avait dit qu'il n'est plus comme je le fais maintenant, je sais pas. Il m'a dit, il n'est plus de Guise. Et hop, il a déchiré en 4 morceaux, ou 6 ou 8 morceaux, je ne sais plus la feuille. Et là, moi, le soir, j'ai récupéré les morceaux quand même, dans la poubelle. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Et puis le lendemain, je lui ai dit, tu sais, André, j'ai pris ça dans la poubelle. Non, fallait pas, t'avais qu'à me le demander. Ben, j'ai dit, ouais, franchement, j'avais dit qu'il était vachement bien, que c'était dommage de chirer. Tu aurais peut-être dû comprendre que. Mais non, bon, voilà, tu pourras rien en faire, déchirer comme je l'ai fait, tu pourras rien en faire. Effectivement, j'ai rien pu en faire.
Pendant ce séjour à Bruxelles, Jean-Claude travaille notamment sur un petit personnage qu'il a créé et qu'il aimerait bien voir publié. Il s'agit de Bisu. C'est un petit bonhomme qui vit dans la forêt de Brocéliande avec un champignon vivant. Un personnage qu'il a imaginé alors qu'il étudiait encore à Claude Bernard. Dans mon école, il y avait un bisutage. Les Bisus devaient monter une pièce de théâtre pour toute l'école, quoi. Et il m'a demandé de dessiner un petit personnage, qui serait un petit personnage un peu naïf comme ça. Petit personnage que j'avais créé, qui s'appelait Bisu, B-I-Z-U-T-H, en l'occurrence, parce que le bisutage, il y avait T-H. Et puis ce petit personnage-là, je me suis amusé, moi, à le faire vivre un petit peu, quoi. Et puis j'ai pensé que ça pourrait être un petit personnage qui vit dans la forêt. Brocéliande. Que j'ai appelé Frottéliande au départ, espèce de jeu de mots imbécile, comme on faisait encore à l'époque. C'était pas brosser, c'était frotter. Quelle imbécilité. Heureusement, par la suite, on est revenu à Brocéliande, tout simplement. Ouais, alors ce petit personnage-là, j'ai commencé à vouloir l'animer, et puis j'ai créé un petit monde autour de lui, quoi. Sa petite maison dans les arbres. Et c'est un personnage qui, dès le début, a plu à Spirou, à Dupuis, non ? À chaque visite chez Rosie, chaque fois j'allais chez Franquin, donc je venais tous les 2 mois, je venais passer 8 jours chez Franquin. À chaque fois, c'était un peu mieux, quoi. Et je commençais à respirer un peu. Quant à Franquin, lui, il aimait beaucoup Bisu. C'est même lui qui t'a inventé, qui a trouvé le personnage du champignon vivant. Ouais, ça c'est extraordinaire, ça. On prenait un café tous les 2. Je m'amusais à griffonner des petits champignons sur une feuille de papier. Mais vraiment de façon automatique, quoi. Puis je prends ma cuillère de café dans ma tasse de café. Et il me dit, attention, renverse pas de café sur ta feuille, quand même, ce serait dommage. Et évidemment, pof, une tache de café tombe juste sous le dessin du champignon. Ça faisait une tache noire sous le champignon. Il me dit, regarde, ton champignon, il touche pas le sol. Il saute là, il est vivant. Ah, il me dit, regarde, il prend un feutre, il met 2 yeux, il fait une bouche souriante, il me dit, regarde, voilà un personnage. Tu regrettais qu'il n'ait pas de compagnon, Bisu, mais en voilà, et original, parce que pour une fois, un animal, ça va être un champignon. Mais il est né comme ça, quoi. C'est fou, hein. Jean-Claude Fournier prépare donc l'avenir et apprend auprès de Franquin. Mais en attendant, il faut bien vivre tout en étudiant. Il va donc enchaîner les petits boulots, parfois en lien avec ses compétences de dessinateur, mais pas toujours. D'abord, j'allais proposer des décorations dans les vitrines, des bistrots, des restaurants, tout ça. J'ai travaillé dans une imprimerie aussi. Et puis, j'avais eu un gosse en colo dont le père tenait une cave, bistrot, en bas de la rue Mouffetard, ça s'appelait les caves de la Bourgogne. Et j'avais dit, mais il n'y a pas du boulot chez vous à la rentrée parce que je cherche un petit boulot. Il me dit, ah si, mais tu connais le boulot de caviste ? Je dis non. Tu sais mettre du vin en bouteille ? Non. Tu sais reconnaître l'épinard ? Non. Bon, je te prends. Il y avait un caviste professionnel qui travaillait là et qui m'a appris le boulot, quoi. Et alors, c'était vachement bien parce qu'il me descendait dans la matinée, au milieu de la matinée, il me descendait un gros sandwich jambon beurre. Puis avec ça, un verre à bière de Beaujolais, ou de vin de route, n'importe lequel, de Bourgogne, truc. Pour me donner des forces. Ah, c'était une période assez drôle, quoi. C'était la bohème, mais la bohème sympa. Ah ouais, c'était très sympa. Puis j'allais livrer chez les gens aussi. J'allais livrer du vin, de l'eau minérale, des trucs. Et j'allais avec une moto triporteur. Et c'est ainsi que Jean-Claude vivote et profite de cette vie simple jusqu'à ce jour de 1966 où, de retour à Bruxelles, il va enfin faire son entrée officielle, cette fois-ci chez Spirou. Je quitte l'atelier le matin et là, Rosie me voit les planches, me dit oh, moi je suis preneur. Hein. Bon, on va voir ça avec Delporte. Yvan Delporte. Yvan, ouais. Donc on va voir Delporte. Oh, C'était une légende, hein, Delporte, je trouve face à une légende d'une grande gentillesse. En plus, le mec, il me dit, ouais, vous êtes breton, moi je suis passionné par le gaélique, j'apprends le gaélique en ce moment et tout ça. Et quand je lui ai dit, je jouais du biniou, alors là, il m'a dit, moi, la prochaine fois que vous venez ici, vous amenez le biniou. Hein. Bref, il m'a dit, pour moi, c'est bon, hein, ça me plaît bien. Puis je sais que Rosie m'a dit, tous les progrès que vous êtes capable de faire, pas de problème, on va aller voir Charles Dupuis. Donc je rentre dans le bureau de Charles Dupuis, alors là c'était carrément l'énorme émotion de toute ma vie. J'avais une émotion pareille, sauf peut-être la fois où j'ai rencontré Franquin, quoi. Et puis Charles Dupuis qui m'accueille très gentiment et qui me dit écoutez, si vous êtes capable de nous fournir régulièrement des planches, vous pouvez vous considérer comme faisant partie de l'équipe des dessinateurs du journal Spirou. Oh, putain.
Voilà, j'aurais sauté au cou. Hein. Ouais, ça a été superbe. Quoi. Alors, je suis sorti du bureau avec Delport et Rosé, qui ont dit tous les deux, alors, ça y est, maintenant on est collègues et tout. Bon. Puis j'ai rejoint l'atelier Franquin. Je vous voyais encore. Je dis, vous êtes au courant? Il me dit, oui, regarde. Et il me sort une bouteille de champagne. Tu sais, je savais que ça allait se faire aujourd'hui. Je suis content pour toi. Alors, il avait pris une petite bouteille de champagne. On l'a bu tous les deux. En 2 coupes, on l'avait bu. Oh la vache, je ne revenais pas. Je suis rentré chez moi, là, de chevaux dans les nuages, carrément. Oh là, c'était extraordinaire. Et l'euphorie ne s'arrête pas là, car après l'annonce de son recrutement, arrive la première publication de Bisu, qui fait la couverture du journal en 1967. Et ce jour-là aussi est un grand moment. Quand le premier exemplaire de Spirou est sorti, j'étais vachement fier. Moi. Et j'en ai acheté 21, je me rappelle, pour distribuer aux copains, à ma famille et tout. Le mec qui tenait le kiosque où j'ai acheté le journal, il s'est vraiment demandé ce qui se passait. Pourquoi ce con achète de 21 albums. J'étais tellement fier. Voilà. Et en même temps, il y avait un référendum à l'époque. En gros, le hit parade de ce qu'aimaient les lecteurs ou pas. Et Bisu était dernier. Ouais. Ah ouais, j'étais en queue de liste. Hein. Mais à la même époque, PIF faisait aussi un référendum. Et le dernier, c'était Hugo Pratt. Donc, Corto Maltese à l'époque. Oui, voilà, donc... ça relativise. Oui, absolument. Le référendum, ils l'ont arrêté parce que des gens ont fini par leur dire que c'était une bêtise, dans la mesure où personne n'est obligé de répondre. Et ceux qui répondaient, c'était les petits maniaques qui... Ceux qui ne sont pas contents. Les sérieux, quoi. Les râleurs. Ouais, les râleurs, ouais. Alors donc, moi, j'étais mal vu. Et moi, je voyais mes progrès à chaque nouvelle histoire. Et ça me faisait plaisir. Et Franquin me disait, tu progresses bien, ça au poil. Franquin, il croyait vachement à Bisu. Il adorait Bisu, il aimait beaucoup ça. Et si lui avait fait cette série, il en aurait fait un succès, c'est sûr. Quoi. Et moi, j'avais un petit succès d'estime avec ça. Quoi. Succès d'estime peut-être, mais Bisu n'est qu'une première étape dans l'ascension de Jean-Claude. Car début 68, alors qu'il ne s'y attend pas, il apprend que le grand patron de Spirou, Charles Dupuis, veut lui parler à nouveau. Je viens apporter des planches de Bisu à la rédaction. Et là, Delporte me dit « Ah, je ne savais pas que vous étiez dans le coin. Bon, écoutez, Charles Dupuis aimerait bien vous voir. » Moi, je me dis, il veut me virer, quoi. Il veut me voir pour me virer. Quoi. J'étais vraiment pas à l'aise du tout, quoi. Je dis, bon, d'accord, on va dans le bureau de Charles Dupuis. Il me dit de m'asseoir. Asseyez-vous, je préfère que vous soyez assis. Moi, et là, tu es encore plus inquiet. Là. Voilà. Il me dit, vous êtes content de ce que vous faites là, j'ai fourni. Je dis, oui, je suis content, mais je crois que les lecteurs ne partagent pas la même... Oh non, je sais, les lecteurs, vous savez. Enfin, moi, j'aime bien ce que vous faites. Moi, ça, j'aime bien, moi. Mais on a pensé à autre chose pour vous. Je reste quoi? Il me dit, oui, voilà. On a pensé à vous pour reprendre le Spirou et Fantasio après M. Franquin. Je restais abasourdi. Surtout que j'avais quitté l'atelier le matin, Franquin m'avait rien dit. Et il me dit, c'est tout ce que ça vous fait? Je lui dis, écoutez, M. Dupuis, vous vous rendez compte de ce que vous me proposez? Et puis, dans ma tête, en plus, je me disais, mais si ça se trouve, ils sont en train de le lui enlever sans lui avoir dit. Je voulais appeler Franquin pour savoir, quoi. Eh bien, je dis à Charles Dupuis, écoutez, il faut que je réfléchisse, M. Dupuis. Il me dit, ah bon, vous ne savez pas décider maintenant? Je dis, non, j'aimerais bien... mais dans combien de temps vous pourrez me donner une réponse? Moi, je dis, au moins 3 semaines. Il dit, non, moi, je veux ça dans une dizaine de jours, plus tard. Jean-Claude sort donc du bureau de Charles Dupuis, à la fois flatté et suspicieux. Il va alors se rendre dans celui d'Yvan Delporte pour pouvoir utiliser son téléphone. J'ai appelé Franquin, j'ai dit, vous êtes au courant qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais, on te propose de faire Spirou, tu refuses. Je dis, ah bon, mais pourquoi? Monte à l'atelier, je t'expliquerai. À ce moment-là, tu penses qu'on lui a enlevé Spirou et qu'on l'a fait contre lui? Je pense toujours ça, oui. Je pense qu'il y a quelque chose de pas normal, quoi. Je prends ma bagnole et puis je monte à l'atelier. Et là, Franquin me dit, ouais, on te propose de faire Spirou. Moi, je te le déconseille. Je dis, ah bon, pourquoi? Parce qu'on vous l'enlève brutalement? Il dit, non, pas du tout. Il y a longtemps que je leur ai dit qu'il fallait trouver quelqu'un d'autre. Mais moi, ça m'embêterait pour toi parce que si tu commences ça, tu vas t'emmerder. Alors, il me dit ça, tu vas t'emmerder pendant 20 ans, comme je me suis emmerdé moi-même avec le groom.
Moi, je préfère ton petit personnage Bisu qui est très intéressant, c'est une bonne BD. Méfie-toi quand même. Mais enfin, il m'a dit, écoute, si tu acceptes quand même, bon, je serai derrière toi, pas de problème, je t'aide. Quoi. Mais c'était un conseil filial, quelque part, bienveillant, puisque lui-même s'en était lassé et il avait peur que tu t'en lasses, c'est ça, hein? Ah, ouais. Ah oui, c'était exactement ça. Il craignait vraiment que, voilà, comme il disait, que je m'emmerde avec le groupe. Quoi. Qui manquait d'aspérité, ce que Gaston avait, par contre. Ouais, mais j'ai quand même du mal, quand il m'a dit qu'il s'est emmerdé 24 ans avec Spirou, j'ai du mal vraiment à le croire complètement, parce que si c'était emmerdé, il n'a pas créé tout ce monde extraordinaire qu'il a créé autour de Spirou, quoi. Et ces belles histoires, qui sont des histoires formidables. Mais bon, je ne l'ai pas écouté. C'est la seule fois où je n'ai pas écouté André. T'as dit oui. Oui, ouais. Et j'ai bien fait de toute façon, parce que ça m'a permis de faire des progrès rapides, encore plus que d'habitude, parce que je bossais comme un fou, là, pour essayer d'arriver à un niveau, non pas équivalent à celui de Franquin, mais au moins acceptable par les lecteurs, quoi. Et c'est ainsi que Fournier devient le nouveau dessinateur officiel de Spirou, après son créateur, Rob Vell et André Franquin. Il met en chantier son premier album, ce sera Le Faiseur d'Or, mais se pose alors la question du marsupilami, parce que c'est un animal désormais incontournable, mais que son créateur entend bien continuer de dessiner lui-même. Jean-Claude Fournier évoque donc le sujet avec Franquin lors d'une visite à Paris. J'habitais à un 5e étage, avec un balcon devant chez moi, qui surplombait les toits de Paris, qui était pour lui un lieu absolument merveilleux. Il a vu mon atelier, il a vu mon fils qui était un tout petit bébé. On est allé bouffer dans un resto chinois, lui il adorait ça, c'est lui qui m'a fait connaître d'ailleurs les restos chinois. Et puis là, on discutait de choses et d'autres, et puis je lui ai dit, en tout cas, sans le marsupilami, moi je vais me faire descendre. Et il me dit, ouais, je sais, ça va être dur, ouais. Bon, écoute, moi je te le laisse pour la première histoire. Mais c'est moi qui le mets à l'encre. Hein. Mais autrement, je te le laisse pour la première histoire. Mais pas pour les autres après. Hein. Je suis désolé. Mais là, pour la première histoire, je te le laisse pour adoucir le choc avec les lecteurs. Il me laisse le marsupilami. Ça, c'est Franquin. Il n'a jamais pris un centime de droit d'auteur là-dessus. Hein. Alors que c'est lui qui continuait de le dessiner, enfin de l'ancrer. Toi, tu le dessinais, tu le crayonnais, c'est ça ? Et lui, il le terminait, en fait. Ouais. Ah ouais. Ça veut dire qu'il y avait une navette entre Bruxelles et Paris ? Non, mais la Poste, hein, avant. Là-dessus, est arrivé mai 68 aussi. Et là, plus de transport, plus rien du tout. Quoi. Et alors, je me rappelle, j'avais cherché sur l'esplanade des Invalides, et il y avait des autocars qui partaient pour toute l'Europe. Et j'avais 2 ou 3 pour la Belgique. Et je regardais avec le chauffeur qui avait la meilleure tête. Quoi. Puis j'étais allé le trouver, j'avais expliqué le cas. Quoi. Le mec était vachement content. Et puis il me dit, ouais, surtout que moi le soir, je passe pas loin de la galerie du centre à Bruxelles. Pas de problème, c'est avec un grand plaisir. Toutes les cases où il n'y a pas le marsu, c'était terminé à l'encre. Mais celle qui avait le marsu, c'était uniquement au crayon, marsu compris, quoi. Et il a envoyé ça à la rédaction, qui envoyait un coursier chez Franquin. Franquin le passait à l'encre et on me le renvoyait, quoi. Et ça prenait tellement de temps que parfois, Franquin, bon, il n'a pas le temps de faire son dessin, de me renvoyer pour que je finisse la case, quoi. Donc, il finissait lui-même la case. Et ça se voit tout de suite. Il y a quelques cases à la fin de l'album qui sont dessinées entièrement par Franquin, ça se voit tout de suite. Il a beau avoir essayé de mal dessiner, ça se voit quand même tout de suite. Et ton coursier, tu l'as récompensé ? Ouais, et j'ai offert une planche. Et Franquin lui a offert, pas une planche, mais un grand dessin aussi. Donc en mai 68, Jean-Claude limite les dégâts. Seulement en septembre de la même année, un autre obstacle va se mettre en travers de son chemin. C'est le service militaire qu'il doit effectuer au Mont Valérien. Là, il s'ennuie à mourir. Il va donc essayer de trouver une affectation plus conforme à ses compétences. Comme j'habitais pas loin des Invalides, je suis passé au bureau de table à Terre-Mer, le magazine de l'armée, en disant, voilà, je suis le dessinateur de Spirou, je suis en service militaire, si vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit, ça ne vous a pas intéressé. Par contre, il y a une dame civile à Levallois, là où étaient les bureaux de la transmission en France, qui s'occupait d'un petit journal qui s'appelait La Liaison des transmissions. Et la dame me contacte, elle me dit, voilà, si vous voulez, je peux vous demander votre transfert ici au bureau pour vous occuper du petit journal, ça ferait vachement plaisir de vous avoir là. Donc j'ai accepté, évidemment. Je bossais entouré de colonels, de généraux et tout ça. Tous des lecteurs de Spirou.
Donc ils m'ont dit, Fournier, quand vous avez fini de bosser pour nous, vous bossez pour vous, hein, vous êtes père de famille, on est au courant avant. Donc tu continuais Spirou tout en faisant l'armée. Dans mon bureau à l'armée, j'ai dessiné quelques planches du faiseur d'or. Qui sera donc le premier Spirou de Fournier. Sa carrière démarre maintenant vraiment. Elle va connaître des hauts extraordinaires, on le verra, mais aussi des moments beaucoup plus dramatiques, et c'est donc tout cela qu'on va vous raconter dans le 2e épisode.